Merci à Diane Nenkam pour cette partie consacrée à l'information en langue anglaise. On a fait le round-up de l'actualité, surtout des événements déroulés ce jour dans notre pays, le Cameroun. Nous reprenons notre autonomie dans cette émission. Le Grand Soir, c'est votre programme d'information tous les soirs, du lundi au vendredi, entre 18h et 20h par là, avec un arrêt justement pour la plage consacrée à l'information en langue anglaise. Dans ce studio, nous l'avons annoncé, nous accueillons à l'instant le professeur Tedmond Calvin, c'est un mathématicien d'entrée de jeu, c'est également un épidémiologiste, cadre du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Bonsoir, soyez les bienvenus. Bonsoir Serge Bondier, bonsoir à tous les copanélistes. Je dis également bonsoir à tous ceux qui nous regardent à travers le monde. Nous sommes très heureux de vous recevoir. C'est vrai que c'est la première fois que vous nous assistez dans ce studio et surtout dans cette émission qui monte, comme on dit, qui monte un peu partout. Nous sommes en train d'évoquer la rentrée scolaire qui aura lieu pour le 1er juin 2020 prochain, lundi. À votre avis, est-ce que tout est fin prêt? Est-ce que les conditions requises pour un retour à l'école pour ces élèves et autres étudiants, ce retour a été bien passé? Merci pour votre question. D'entrée de jeu, pour répondre à brûle pour point à votre question, je dirais que si j'en juge par les informations qui circulent par-ci et par-là, je dirais tout de go que nous ne sommes pas prêts. Nous sommes pas prêts. Et quelles sont les raisons? On va aller droit au but. Qu'est-ce qui n'est pas bien fait à votre avis? Mais en réalité, on se rend bien compte que le gouvernement n'a pas pris toutes les mesures pour sécuriser toute la communauté éducative nationale qui doit effectivement être au four et au moulin pendant cette rentrée. Vous savez, la communauté nationale est principalement composée par les élèves, les étudiants, les enseignants et le personnel d'appui dans les établissements scolaires et universitaires. Quand on regarde bien les choses, c'est pas plus tard que ce matin, j'écoutais bien le journal, même à la CRTV, notre chaîne nationale. Je comprenais très bien dans certains établissements, les responsables disaient qu'ils n'ont jamais vu l'ombre d'un kit barrière dans leur établissement. Pas dans un seul établissement, même dans le Bas-Ménoubou et partout à travers le pays. Mais je veux dire des kits, c'est-à-dire distribués par le gouvernement ou bien puisque c'est il y a une politique interne dans chaque établissement scolaire. Le ministre, pour le cas, le ministre de l'enseignement secondaire a interpellé, a demandé au chef d'établissement de prendre des mesures qui s'imposent en termes d'achat de masques et même des gels hydroalcooliques, pourquoi pas des mesures barrières aussi en termes de sensibilisation. Donc, à votre avis, cela ne suffit pas? Alors, effectivement, c'est bien beau de demander aux gens de prendre des mesures, mais il y a même un responsable d'établissement qui a carrément dit qu'il n'a pas de budget pour mettre à disposition de son établissement les kits barrières, les gels hydroalcooliques, les masques de protection faciale, le dispositif pour le lavage des mains. Et il n'y a pas un seul chef d'établissement qui a dit ça. Même dans les universités, il y a certains responsables qui ont bien dit qu'ils n'ont pas vu l'ombre d'un seul. Peut-être mais il y a beaucoup d'établissements quand même qui sont rentrés dans une dynamique d'accompagnement des mesures en offrant quand même du gel et des masques pour les enseignants, même si peut-être le syndicaliste va nous dire tout à l'heure si le cas d'espèce a été remarqué sur le terrain, mais on peut quand même estimer qu'il y a une petite avancée. Est-ce qu'on peut accepter ou alors autoriser un retour à l'école sans que les mesures idoines nécessaires ne soient envisagées dans ces différents établissements scolaires? Mais c'est ce que je suis en train de dire. Le gouvernement, pour le dire clairement, s'est montré complètement irresponsable à ce niveau-là. Parce que, figurez-vous, on a décrié la relaxation des mesures barrières le 30 avril dernier, où il s'agissait d'ouvrir les bars, les débits de boissons et les autres lieux de loisirs. On a décrié cela pour dire que le gouvernement n'avait pas pris une bonne mesure. Donc, et comme si cela ne suffisait pas, le gouvernement vient en rajouter en demandant aux élèves de retourner à l'école. Donc, nous pouvons ça absolument irresponsable. J'ai entendu certains de nos panélistes dans la première partie de l'émission que j'ai écouté, dire que les programmes étaient complètement couverts, je veux dire pratiquement à 80%. Et dans ces conditions, les normes de l'UNESCO étant bien remplies, on ne comprend pas pourquoi il fallait absolument retourner à l'école. Surtout que, parce que là où le bas blesse, c'est qu'on ne voit pas les mesures palpables, les mesures concrètes
prises par le gouvernement pour rassurer la communauté éducative nationale. Il y a eu des dons, il y a eu des gels, il y a eu des masques qui ont été... On a annoncé encore 2 millions de masques par endroit qui étaient distribués au Cameroun. Voilà, vous dites annoncer. Il y a eu des campagnes. On a vu le don du chef de l'État, par exemple. Non, pour dire quand même que le gouvernement fait quelque chose. On a vu le don du chef de l'État être distribué dans les 10 régions du Cameroun. Donc, pour vous, rien n'a été fait. Non, bien sûr que nous parlons d'un cas précis. Et d'ailleurs, si vous voulez parler du don du chef de l'État, on sait ce que cela a créé comme tollé dans nos différents villages, arrondissements et départements. Je ne veux pas revenir sur cette vidéo qui a été virale sur la toile où même une autorité traditionnelle a dit que ces dons-là ne l'intéressaient pas. Si vous voulez, vous pouvez généraliser. Parlant principalement de l'école, je vous dis, j'ai suivi des reportages, pas un seul, plusieurs reportages, et s'il fallait faire un peu de statistiques, on se rend bien évidemment compte que le gouvernement, les mesures que le gouvernement dit avoir prises ne sont pas suffisantes. C'est ce que nous disons. Les syndicalistes sont d'accord là-dessus. Moi, je suis de l'enseignement supérieur. Nous, on a effectivement demander que l'État prenne un certain nombre de mesures. On doit voir dans les campus universitaires le dispositif pour laver les mains. On doit donner. Ça a été aussi indiqué. On a eu le communiqué du professeur Minkwaché qui indiquait clairement que dans les campus, il y aura. Voilà. Il y a même temps aussi des thermoflash à l'entrée des amphis et on va tester effectivement les étudiants pour voir s'ils ne sont pas quelque peu malades. Ah non. Je vais. Vous pensez que le professeur n'était pas dans son bon droit ou bien seulement pour essayer de maquiller? Les gens ont tendance à confondre le thermoflash au test de dépistage. Le thermoflash n'est pas un test de dépistage. Alors il faut que cela soit clair pour tous. Donc même si on avait... C'est un test de température quand même. On veut voir si vous avez une température normale. Si elle n'est pas normale, ça suppose que vous êtes quand même suspect. Oh non, mais on peut avoir une température élevée alors que c'est le paludisme et tout ça. Donc ce n'est pas un test de dépistage. Voilà. Donc, même dans les coins reculés où vous pensez que la maladie n'est pas arrivée, je veux parler toujours de notre communauté éducative nationale, c'est parce qu'en réalité, il n'y a pas assez de tests de dépistage. Des gens peuvent être malades, mais comme on ne les a pas testés, on va dire, non, dans mon village, dans le Mbamekim ou bien en Dokoro, il n'y a pas encore une personne qui a en fait, on dit la Covid ou bien le Covid. Je ne suis pas très d'accord avec l'Académie française qui a été... parle de la Covid. Non, oui, l'Académie française parle de la Covid, mais je ne suis pas très d'accord avec parce qu'ils ont été racistes. C'est pas en changeant qu'on a... Non, mais je voulais revenir sur ce racisme-là. Qui résolve le problème de la pandémie au lieu de s'épancher sur des problèmes de genre. Merci, professeur. Je vais revenir à vous dans un petit moment, peut-être le temps de vous interroger aussi sur votre engagement au niveau du MRC, parce que l'école commence lundi. Est-ce que vous avez chopé une campagne de sensibilisation dans les écoles? Parce qu'on a vu, vous avez distribué quand même des éléments rentrant dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 au Cameroun. Vous avez été dans quelques arrondissements, mais on n'a pas beaucoup ressenti cette aide-là au niveau éducatif, auprès des enseignants, auprès des chefs d'établissement, dans les écoles de manière ouverte. Est-ce que vous n'avez pas pensé que l'école pouvait reprendre un moment à l'autre, ou alors ce n'était pas nécessaire? Oui, c'est vrai que le président Maurice Kamto... Ou alors c'était pas tape à l'œil? Non, on ne fait pas le tape à l'œil. On est là pour sauver les populations. On n'a pas besoin de faire du tapage là-dessus. Mais ce que le président Maurice Kamto a initié comme opération relativement à la riposte contre Covid-19, c'est cette fameuse initiative Survie Cameroun, Cameroun Survive, où on a vu, je ne sais pas très bien pourquoi on parle d'une union sacrée autour de la Covid, alors que quand nous nous sommes déployés sur le terrain, on nous a pourchassés pratiquement dans tous les lieux où nous étions en train de distribuer ces kits de protection. Maintenant, pour revenir exactement à votre question, bien évidemment, vous savez que ça ne fait pas longtemps que le gouvernement a décidé que l'école va reprendre le 1er juin. Donc, notre opération ne pouvait pas viser directement les établissements scolaires et universitaires. Mais je profite de cette occasion pour vous dire effectivement que le président du comité de gestion de cette initiative va
se prononcer demain. C'est-à-dire, il va faire un bilan à mi-parcours. L'exclusivité sur Info TV. Oui, c'est ça. Je vous offre cette exclusivité puisque c'est je suis représentant du MRC, mais c'est une initiative qui provient du président du MRC. Donc, je dois parler de ça sans chercher à faire de la distanciation par rapport à ce mouvement-là. Merci, professeur. En tout cas, nous souhaitons que les Camerounais se portent merveilleusement bien et que le chef de l'État, d'ailleurs, appelle à l'unité, donc à l'union des forces, même sur le plan politique et autres, pour que la pandémie soit vaincue. Professeur Paul... si vous me permettez... Je reviendrai à vous, le temps de donner la parole aussi aux syndicalistes dans ce studio. Vous avez écouté les différents discours qui... d'aucuns estiment que l'école devrait reprendre. D'ailleurs, vous êtes dans une logique où vous avez été entendu, mais pas suivi véritablement dans votre mouvement. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les enseignants qui iront dispenser des cours demain, lundi prochain, dans les universités, les grandes écoles, ils vont de manière sereine? Est-ce qu'on ne peut pas avoir, pendant cette période-là, une sorte de résistance ou alors de débrayage de ces mêmes enseignants-là qui, hier, essayaient de dénoncer les conditions de travail, dénoncer également les faits dans lesquels ils se trouvent, alors que ce sont les mêmes qui acceptent encore retourner à l'école. Est-ce qu'il ne pourrait pas avoir une opposition à ce niveau-là? Non, sur ce point-là, Serge, je vais vous dire quelque chose. Parce qu'on se plaint, mais on y va quand même. Donc les enseignants se comportent comme tous les Camerounais. Et je l'ai dit ici, en d'autres circonstances, c'était à économétrie, que justement, le peuple se comporte souvent comme s'il ne sait pas ce qu'il veut. C'est pour cela que Platon, par exemple, refusait la démocratie. Parce qu'assez souvent, le peuple ne sait même pas là où est son bien. Et ce sont les lois qui doivent souvent l'amener de force vers ce bien-là. Donc, parler de sérénité au niveau des enseignants, c'est comme tous les autres. Vous voyez, la pandémie est une affaire sérieuse. Quelles que soient les conditions, ce n'est pas seulement les enseignants. Personne ne peut être serein dans ces genres de conditions. Et ça devient plus grave quand vous êtes obligé de côtoyer beaucoup de gens au même moment dont vous ne connaissez pas les origines et à certains moments les activités qu'ils ont menées pendant cette période de trêve. Parce qu'en réalité, on vit avec cette pandémie comme s'il y avait des doutes. C'est quand on voit ses proches frappés par la maladie qu'on se rend compte de la gravité de la situation et des enjeux. Parce qu'on a l'impression, tel qu'on voit les gens fonctionner, qu'on n'est pas conscient de la gravité de la situation. Je dis de mémoire d'homme, ou du moins de ma mémoire, je n'ai rien vécu d'aussi grave que cette pandémie que nous sommes en train de vivre. Le choléra a été là. On n'a pas fermé les écoles, on n'a pas fermé l'église, on n'a pas fermé les bars. Donc c'est une histoire sérieuse, mais il faut dire que c'est une pandémie qui ne va pas partir tout de go, qui ne va pas partir définitivement. Nous sommes appelés à vivre avec la maladie et il nous faut mettre des mécanismes en marche pour vivre avec cette maladie ou du moins pour persévérer. Mais non, on va vivre avec la maladie, mais comment faire en sorte que les enfants à leur niveau puissent aussi vivre avec la maladie et puis prendre des mesures qui s'imposent. Je prends un exemple très simple. Là, nous sommes encore au niveau des élèves du cours 1 et 2, des classes de 3e, première et terminale. Vous aurez quand même du mal à interdire aux enfants de se rapprocher parce qu'ils n'auront pas cette culture véritablement. Et si on retourne au niveau des écoles primaires, forcément quand l'école reprendra, vous savez, les enfants se partagent par exemple des bonbons. Vous donnez un bonbon à un enfant, c'est dans la bouche de 3, 4, 5. Est-ce qu'on va réussir à avoir cette distanciation physique au niveau des enfants? Est-ce que les enseignants à leur niveau n'auront pas peur d'approcher les enfants qui seront suspectés parce qu'il peut y avoir des bobos entre-temps? Est-ce que ce n'est pas, d'ailleurs comme le rappelait le professeur tout à l'heure, que toutes les mesures idoines qui concourent à rassurer les parents n'ont pas été prises? C'est-à-dire que l'État a fait un travail peut-être à moitié. Non, toutes les mesures n'ont pas été prises. Je dis, j'étais toujours ici à économétrie quand on a décidé de déconfiner. J'avais dit que le gouvernement avait refusé de prendre
certaines de ses responsabilités et a préféré confiner que c'était suffisamment grave. Donc aujourd'hui, nous côtoyons la maladie. Nous sommes exposés à tous les coups. Donc c'est une affaire d'ordre culturel. Vous voyez qu'aujourd'hui, cette distanciation-là, nous n'arrivons pas à l'intégrer dans nos cultures. Nous sommes encore nombreux à nous tendre la main quand nous nous rencontrons. C'est à peu près comme un réflexe. Donc ces enfants que vous évoquez là, il leur sera difficile. On a pris la mesure. Elle ne suffit pas de fermer les cantines scolaires pour ne pas permettre ce contact en demandant aux parents de faire des casse-croûtes aux enfants, de préparer le goûter aux enfants. Justement, ce risque existe que quand ils sont à l'école, qu'ils se les passent et que la maladie se propage. Le risque est réel, le risque est là, mais il nous faut persévérer dans En tout cas, comme vous le dites très bien, le risque est là parce qu'on connaît également les enfants du coup moyen de 1 qui partent de la maison. C'est pas une nouvelle habitude pour ceux des enfants qui partent de la maison avec leur goûter. Arriver à l'école, il y en a qui ne touchent pas à leur goûter pour faire prendre celui de son camarade et ainsi de suite. Il y aura des petits gestes qu'il faudra vraiment être fin pour observer de la part des enseignants, des encadreurs. En tout cas, ça appellera à plus de vigilance au niveau des surveillants de secteur, au niveau des chefs d'établissement, qui ne devront pas rester seulement dans leur bureau. Parce que le combat contre le Covid 2019, c'est aussi dans les salles de classe. Honorable Adamo Koupit, le chef de l'État appelle à une union de l'opposition. Parce que depuis que la pandémie est là, c'est vrai que quelques partis politiques se font un peu ressentir à travers les campagnes sur le terrain. Mais est-ce que ce n'est pas l'occasion aujourd'hui pour ces partis politiques de dire non, formons véritablement une bonne plateforme, parce qu'il faudra une vie naturellement après le Covid-19. Est-ce que ce n'est pas l'occasion pour les partis politiques de se mettre ensemble et d'accompagner, pourquoi pas, les pouvoirs publics dans cette même bataille? Parce que le chef de l'État, je le rappelle encore, qu'il appelle lui à son tour à une union de tous les partis politiques. C'est à l'heure. J'ai rigolé au soir du 19 quand je suivais le discours du président de la République. Il parle de l'union sacrée autour de la pandémie. Je me pose la question à quand la gouvernance sous le renouveau prendra conscience que le monde aujourd'hui ne réussit que là où on fait ce qu'on appelle la gouvernance participative. Nous sommes ici avec l'un des maillons importants du système éducatif camerounais, enseignants, encadreurs et syndicalistes. Il vous dit, pour le cas spécifique, le gouvernement a été incapable d'associer le syndicat, même quand bien même on a trouvé quelques pertinences dans les propositions faites par ces syndicats. Mais à la fin, on était incapable en amont de les associer, de s'asseoir ensemble avec eux pour leur dire pour quelles raisons on accepte telle suggestion, pour quelles raisons on rejette telle, de sorte que en publiant maintenant ce qu'on arrête, aucun des membres de ces syndicats ne soit surpris des mesures. C'est la même chose que le gouvernement fait avec tous les acteurs qui interviennent dans la gestion quotidienne de la vie du pays. On fait au Cameroun comme si lorsqu'on a la majorité, le pays vous appartient. Comme si on a la raison des raisons simplement parce que vous avez la majorité. On dit, l'union sacrée ne se décrète pas. Ça doit être la résultante d'une logique de consultation, d'une logique d'association de tous les acteurs dont on est conscient qu'ils peuvent apporter quelque chose. Moi, je suis de ceux qui pensent, non, de toutes les façons, l'UDC, on a dit déjà en 2014, quand on a été attaqué par la première crise de Boko Haram, je dis, mais le chef de l'État aurait dû, à son retour, faire qu'on tienne une réunion, acteurs politiques, société civile, gouvernement, pour se concerter et qu'on sorte de là avec une vision unique face à un ennemi commun. On n'a pas fait ça. On est allé prendre des mesures seuls. On a sorti un projet de loi que l'opposition dans son entièreté a rejeté tout simplement parce qu'on pensait que c'était liberticide. Or, si on nous avait associés au départ, on aurait dû comprendre ce que le gouvernement aura compris et que nous n'avons pas compris. Maintenant, on est attaqué. D'abord, avant cette pandémie, la crise anglophone, 2016. On refuse d'associer les gens. Mais attends, quand on est dépassé... Attendez, le grand dialogue est venu à quel moment? Le grand dialogue est venu à quel moment? À tout moment, on est à la défensive, là où on attendait à être offensif. Il ne faut pas tout le temps attendre qu'on soit dos au mur pour appeler les gens à venir vous sortir de là. L'union sacrée doit être en amont, au moment où on a un ennemi commun et qu'on s'apprête à prendre des solutions pour faire face victorieusement.
Ce n'est pas que vous restez chez vous, à la présidence, vous dictez vos mesures à votre premier ministre, il sort, il lit ça, et puis on demande maintenant aux autres, venez nous suivre parce que c'est nous qui avons le pays. On ne fait pas comme ça. On ne fait pas ça. Seulement qu'on a la chance au Cameroun d'avoir une opposition qui majoritairement est patriote. Parce que si l'opposition se comportait de manière à tout le temps de dégager plutôt l'adversité politique, ce pays deviendrait ingouvernable du fait des errements inadmissibles d'un régime qui pense que le pays lui appartient. Tout simplement parce que, par de manière frauduleuse de toutes sortes, on arrive à avoir des majorités obèses dans toutes les institutions de la République. Ce n'est pas normal. Mais revenant à vous, vous pensez pouvoir changer quelque chose. Vous êtes déjà député à l'Assemblée nationale, même s'il faut contourner un peu la question qui est celle relative à la rentrée scolaire. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez qu'il y aura quelque chose qui changera désormais la donne, même si d'aucuns estiment que vous n'avez pas cette majorité ou alors un groupe parlementaire qui pouvait vous aider et que vos projets, ou alors ce que vous allez proposer ne pourra pas véritablement influencer les décisions qui sont prises par la majorité? Non, le problème c'est quoi? Le problème ce n'est pas celui de la majorité ou de la minorité. Le problème c'est celui de la raison. Parce que si vous avez suivi, vous étiez à l'Assemblée nationale à l'ouverture de la session de plein droit. Si vous avez suivi le discours de l'honorable Bédé, notre doyen d'âge, vraiment on serait surpris qu'on parle à l'Assemblée en termes de minorité ou de majorité. Puisqu'elle a dit, étant à l'hémicycle, on est tous des représentants d'une même et seule nation, et donc le seul intérêt de cette nation doit animer le débat. Donc si à l'Union démocratique du Cameroun, nous avons une idée qui cadre mieux l'intérêt du Cameroun, pourquoi le RDPC combattrait ça? Tout simplement parce que celui... Non, on aura compris tout ça. Donc moi je pense que la divergence, la dispersion d'énergie vient du fait que le gouvernement est incapable d'associer les acteurs publics, que tout le temps, oui, si on associe l'opposition à la prise de décision, comment l'opposition se trouverait de solidariser propose, ou alors peut-être l'opposition camerounaise ne fait que des propositions. Il faut regarder seulement en face si on est en posture d'intégrer ces propositions dans la prise de décision finale. On a tout le temps mis en exergue l'adversité politique, là où on attend les agissements des acteurs étatiques. C'est ça le problème. Et on ne doit pas venir dire union sacrée, pour que nous, à l'UDC, on va venir soutenir une mesure dont on n'a jamais associé, on n'a jamais été associé à la période. Et qu'on trouve souvent boiteuse. Regardez, vous avez parlé du don du chef de l'État. L'UDC, les maires de l'UDC ont rejeté ça. On a été avant-gardiste, on a écrit au président de la République, on a dit non, ça ne se suit pas à cette mascarade. Nous sommes dans le cadre d'une décentralisation, et je dis ici, vous parlez de minorité, c'est dans l'intervention de l'UDC à l'Assemblée nationale qu'on a demandé que les mesures étatiques d'intervention pour lutter contre le Covid passent par les maires, parce que ce sont les maires qui sont les plus proches de la population, au lieu de les concentrer au ministère de la Santé. Bon, le chef de l'État a été sensible à cet appel de l'UDC. Maintenant, il décide 2 milliards pour aider les gens et dit dans le communiqué qui est sorti de la présidence que ça passe par les 360 communes. Mais au niveau de son gouvernement, le ministre de l'AT décide de créer des comités de gestion présidés par les préfets. Vous comprenez? Je reviendrai à vous. Hein. Parfait. Vous, on se rend également compte que derrière cela, il y a beaucoup à dire au niveau de l'opposition camerounaise qui parfois propose et n'est pas suivie, n'est pas entendue. Ça rejoint un peu les syndicats qui aussi à leur niveau proposent, mais les mesures sont prises sans leur participation véritable. Est-ce qu'à votre avis, vous croyez aujourd'hui que les choses peuvent s'arranger, notamment au niveau des partis politiques de l'opposition, même si l'attente n'est pas toujours perceptible? On peut faire quelque chose de bien pour le bien justement de ces enfants qui retournent à l'école le 1er juin prochain. Ben, je fais mien les propos de l'honorable qui rejoignent un peu ce que nous pensons, ce dont nous avons été victimes pendant des années. Et surtout ce qu'est en réalité le pouvoir de Yaoundé, c'est-à-dire un pouvoir fait essentiellement d'arrogance, de suffisance et très souvent qui ne veut pas écouter et parfois sort des slogans tels que Union sacrée. Et d'ailleurs, vous convenez avec moi que ce discours est arrivé trop tard. Même s'il fallait faire l'union sacrée, c'était autour de mars ou bien du 17 mars, quand l'épidémie était au début. Donc, malheureusement, nous sommes victimes, et le SDF, depuis 30 ans, est victime de cette gouvernance unilatérale
l'honorable vous a cité un peu les occasions manquées de l'Union sacrée. Donc, il est important de rappeler l'affaire de Boko Haram, la crise anglophone, où le SDF s'est plié en 4 pour que on ne soit pas dans cette situation. Mieux, on a même vu certains partis d'opposition certains militants être interpellés parce qu'ils distribuaient des gels et tout ça. Or, comme je vous l'ai dit une fois ici, les virus n'aiment pas les bruits. Les virus n'aiment pas les affaires. Et lorsque vous mettez les affaires dans les affaires de virus, le combat devient difficile. Et l'opposition, toute sa vie, et parfois, on dit dans les quartiers que l'opposition ne fait rien, elle n'existe pas, alors qu'en réalité, c'est qu'elle a en face d'elle un pouvoir trop suffisant qui croit tout connaître, qui croit avoir tout le monopole. Et pour la rentrée, pour cette affaire de Corona, je crois que l'opposition a fait ce qu'elle avait à faire et elle continue à le faire. Nous refusons. Et évidemment, même en France, il y a des divergences sur la manière dont les choses sont gérées. Même aux États-Unis, il y a toujours une différence parce que, en réalité, la critique est une bonne chose. La critique vous permet d'avancer, d'améliorer aussi. Le gouvernement pourra, en temps opportun, même si au premier chef, d'aucuns estiment qu'ils n'ont pas été suivis, donc c'est de l'opposition et qu'on pourrait avoir des rectificatifs, d'autant plus également que peut-être la question va rejoindre le MRC. Le ministre de la Santé publique dit qu'il n'a jamais refusé un don du professeur Maurice Kamto. Dans tous les cas, dans ce genre de situation, il y a intérêt à écouter tout le monde. Et quelqu'un vous a pris un exemple, les syndicalistes. Ils font des propositions, ils demandent à être entendus, mais par derrière, on fait un peu comme de la jonglerie. On prend quelques points, on les adopte, sans toutefois dire que c'est grâce ou bien à travers... On ne fait pas mention de ce que le travail en amont a été fait par... Voilà, et c'est pas juste, c'est pas très juste. Il faut être transparent même dans ce genre de situation. Merci. Donc nous encourageons les parents, les enseignants, chacun à prendre ses responsabilités et même les acteurs politiques. Le temps d'une dernière réaction, Paulon Biono, finalement, qu'est-ce qu'on va dire pour sortir de cette émission? Parents, enseignants, voire association des parents d'élèves, peuvent mettre main dans la main contre le coronavirus dans les établissements? Oh, pas main dans la main. Quand vous les mettrez main dans la main. Dans le combat, je voulais dire dans la lutte. Quand vous les la distanciation n'est pas respectée. Vous allez justement évoluer en opposition de phase avec ce que nous prônons ici. Dans le combat, voilà, avec ce que nous prônons ici, nous tous. Bon, quand on est républicain, c'est... Vous savez, cela est vieux depuis Socrate. Il y a une nuance entre la façon d'agir des citoyens, c'est-à-dire quand la loi est là, il faut la respecter en souhaitant qu'elle change. Donc, je voudrais dire ceci, le hors-la-loi est celui qui s'oppose à la loi. Ce n'est pas une attitude citoyenne. L'attitude citoyenne consiste à revendiquer et même à provoquer le changement, mais en respectant les institutions. Donc, cela a été décidé sans nous. Merci, on l'a compris. Nous devons prendre des dispositions pour que ça change. Voilà. Merci. En restant dans le cadre. Merci, professeur Tamdon Calvin. Je vais sortir avec vous de cette émission. D'abord, quels sont les risques épidémiologiques perceptibles sur le terrain? Et puis de deux, la réponse du ministre de la Santé publique a-t-elle un tollé au sein du MRC ou alors il y a une réaction particulière de votre parti? Oui, concernant le premier volet de votre question, les risques épidémiologiques sautent à l'œil. Pour vous faire comprendre cela clairement, prenez un enfant qui sort de la maison pour l'école et regardez ce qui constitue sa trajectoire. Quand un enfant sort de la maison, bien évidemment, il va emprunter les moyens de transport. Quand il va se retrouver à l'école, il va effectivement être confronté au risque parce que, comme je vous l'ai dit dans la première partie de mon intervention,
il est tout à fait clair que le gouvernement n'a pas pris les mesures idoines pour protéger la communauté. Et maintenant, la réaction du ministre. Et donc, c'est un peu fini, parce que quand je vous fais voir la trajectoire d'un enfant qui sort de la maison pour l'école, c'est pour que vous mesuriez effectivement le poids du risque, parce que c'était effectivement ça le thème de cette émission. Le poids est énorme. Parce que si un élève est infecté à l'école, quand il rentre à la maison, il va infecter les membres de sa famille. Donc il y a un risque sanitaire tout à fait évident. Et donc, partant de là, si les gens de la maison sont infectés, ils ne vont pas vaquer normalement à leurs occupations. Et donc, il y a un poids économique aussi à ça. Je regrette de n'avoir pas ce temps pour détailler cela. On va se rattraper dans la semaine. Oui, concernant donc la réaction du ministre, nous en avons fait un non-événement parce que vous voyez bien que l'État nous a suivis en décidant justement de prêter la main, une main forte à Monseigneur Preda dans sa stratégie de lutte contre le Covid-19. Il faut donc rappeler que c'est le MRC avec cette initiative-là qui a été le premier à faire le pas vers Monseigneur Merci Preda. bien, merci cher monsieur d'avoir été là pour cette émission. La publicité après le journal, on se retrouve la semaine prochaine. Excellent suite des programmes sur Info TV. Bon week-end à toutes et à tous. Au revoir.